Rebonjour sur ce plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes à la 8e ville, 9e heure de direct. Nous venons aujourd'hui, maintenant, pour vous parler de Lagos, au Nigeria. Et pour cela, je reçois Laurent Couder. Laurent Couder, bonjour. Bonjour. Alexandre Fabre, bonjour. Très bien, donc Laurent Couder, vous êtes conseiller au commerce extérieur de la France au Nigeria. Et puis, bien évidemment, vous avez une activité au sein d'un groupe. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement. Je travaille pour un groupe français centenaire qui s'appelle Ponticelli, qui est présent au Nigeria depuis 14 ans. Et ce groupe travaille dans l'industrie pétrolière, fait de la fabrication et de la maintenance pour les groupes pétroliers. Et vous, depuis toujours au Nigeria ? Depuis 14 ans au Nigeria, effectivement. Et accessoirement, je suis aussi président de la section Nigeria des conseillers du commerce extérieur. D'accord, ok. C'est multicasquette en même temps. Un peu. Alexandre Fabre, alors vous dirigez un cabinet de recrutement qui s'appelle Adexen Recrutement, implanté à Lagos depuis 6 ans. Non, c'est un cabinet de recrutement spécialisé sur l'Afrique, qui existe depuis 6 ans. Et une implantation à Lagos depuis 3 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un cabinet qui s'est spécialisé sur le continent africain. On a une présence dans différents pays et on travaille avec de grands groupes internationaux qui aujourd'hui sont présents en Afrique. D'accord, et vous avez vécu 18 mois. J'ai vécu un peu plus d'1 an et demi au Nigeria. Voilà. Très bien. Alexandre Fabre, Laurent Couder, rappelez-nous un peu, ou dites-nous plutôt, un peu la dimension justement du Nigeria et le positionnement un peu de Lagos dans ce pays. Alors le Nigeria, c'est un des plus grands pays d'Afrique. C'est un pays qui fait 150, 140, 160 millions d'habitants, qui est un pays qui fait à peu près une fois et demie, une fois trois quarts la France. C'est dans l'Afrique subsaharienne, c'est la première économie, si on ne compte pas l'Afrique du Sud. Pour la sous-région, le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Et le Nigeria, lui tout seul, représente plus que le marché de tous les autres pays de la CEDEAO en face. Donc, d'où l'importance de ce pays. Alors, Lagos n'est plus la capitale du Nigeria, puisque la capitale, c'est Abuja, qui est une capitale administrative et politique. Lagos, c'est à peu près entre 10, 12, 15 millions d'habitants. Et ça reste, par contre, de très, très loin la capitale économique du Nigeria. Juste pour donner une idée, l'État de Lagos, parce que c'est un État fédéral, représente à peu près entre 25 à 30% de la collecte de la TVA, c'est-à-dire que de toute la fédération, ce qui veut dire que c'est à peu près 25 ou 30% de l'activité économique qui se fait au Nigeria, à Lagos. À Lagos. Donc c'est vraiment le poumon d'activité du Nigeria et l'entrée business du Nigeria. C'est l'entrée business, c'est même l'entrée tout court, puisque c'est le seul grand port du Nigeria. C'est donc vraiment l'entrée du Nigeria, c'est Lagos. Très bien. Un point particulier à rajouter sur cette présentation qui était quand même nécessaire sur le Nigeria et sur Lagos ? Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, Lagos, c'est un bassin d'emploi incontournable. C'est le cœur économique de la machine du Nigeria. Je suis assez d'accord. On peut espérer qu'à l'avenir, de nouvelles villes émergent également, parce que je pense que ça fait partie de l'avenir de ce pays-là. Très bien. Sur un point, quid de la présence économique française, alors historiquement, mais aujourd'hui Alors, la présence économique française a quand même muté beaucoup ces 30 dernières années. Donc aujourd'hui, le secteur pétrolier, alors pas Lagos, mais on va parler Nigeria, le secteur pétrolier pour les entreprises françaises est quand même le premier employeur et le premier investisseur. Ensuite, on a le secteur ciment. Lafarge, pour ne pas le nommer quand même, et le premier hors secteur pétrolier, quand même le premier investisseur français au Nigeria. Ensuite, vous avez des entreprises qui sont des grands groupes ou des entreprises, on va dire des grosses PME. Alors des grands groupes, on en a plein qui sont dans des secteurs comme l'électricité, le téléphone, des secteurs... La logistique, le transport. La logistique, le transport, le transport aérien. Enfin, vous avez à peu près... une grosse présence française quand même. Oui, une grosse présence française. Enfin, le Nigeria est quand même le premier partenaire économique de la France au sud du Sahara. Donc, ça reste quand même un acteur très important. Tout à fait. On va aller questionner Guillaume Le Bourdon. Guillaume Le Bourdon, quel conseil pour réussir à Lagos ?
Bonjour Paris, Guillaume Le Bourdon, d'Executive Relocation Nigeria. Je suis basé à Lagos depuis presque 7 ans. Pour une bonne implantation à Lagos, l'important c'est d'abord la bonne information, être entouré des bonnes personnes, avoir des multitudes de conseils et d'avis différents, que cela vienne des avocats, des cabinets d'audit comptable ou de vos partenaires commerciaux. C'est important d'être préparé au contrat de location, au contrat de travail si vous avez des employés futurs nigérians. C'est également important au niveau des taxes de se renseigner comment fonctionne la TVA, la withholding tax, la NCD. Une autre problématique concerne la logistique des biens et des personnes. Lagos est une mégalopole surpeuplée, les embouteillages sont très fréquents et de facto cela pose des problèmes au niveau du temps et également éventuellement au niveau de la sécurité. Le parc routier également de Lagos est un parc vieillissant et les accidents sont fréquents. En conclusion, je dirais que Lagos est une ville qui est difficile d'un point de vue personnel et professionnel, mais qui offre de très belles opportunités d'affaires pour ceux qui savent s'impliquer et s'adapter. À bientôt. De retour sur ce plateau pour Lagos. Donc on parlait d'implantation à l'instant avec Guillaume Le Bourdon. Alors vous, Alexandre Fabre, vous avez implanté ce cabinet Adexten Recrutement sur place. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous avez procédé, et puis ensuite on y élargira. En fait, on a ouvert un premier bureau à Paris et très rapidement, on a travaillé tout de suite avec le Nigeria et très rapidement, on a été sollicité sur des demandes de recrutement de Nigérians. Et donc, on s'est posé la question d'une implantation locale pour pouvoir accompagner nos clients au plus près de leurs opérations. Il n'y a pas un mode d'emploi unique pour pouvoir s'implanter dans ce pays. Chaque histoire est un peu différente. Nous, on a fait le choix d'un partenaire. On a fait le choix d'un partenaire et qu'on a eu la chance d'identifier assez rapidement. C'est un partenaire qui nous a apporté un soutien logistique en nous mettant au démarrage de l'activité à disposition des bureaux et un soutien administratif parce que il connaissait très bien effectivement les rouages administratifs qui sont assez complexes quand on est novice en la matière. On a fait appel également à un conseil pour toute la partie enregistrement légal. Aujourd'hui, c'est un choix dont on se félicite puisque c'est une aventure qui grandit et qui grossit et que notre agence marche bien. Donc voilà. Un commentaire, Laurent Coudet, en tant que conseiller au commerce extérieur, c'est une bonne façon de procéder pour entreprendre à Lagos? Dans son cas, ça, sans nul doute, ça a réussi, c'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution. Pour s'implanter au Nigeria, alors, la législation est très ouverte au niveau des investissements étrangers au Nigeria. À l'exception de l'exploitation pétrolière et de tout ce qui est ressources minières, c'est quasiment tout ouvert. Bon, il faut un capital à peu près de 300 000 dollars minimum pour s'implanter au Nigeria. Après, vous pouvez tenter votre chance, vous pouvez vous appuyer sur un partenaire, vous pouvez arriver sous l'aile d'une autre entreprise. Oui, vu les grands groupes qu'on a cités tout à l'heure, il y a une des solutions pour les PME françaises, c'est aussi d'arriver, enfin ce que j'appelle moi, arriver dans les valises d'un des grands du marché, alors que ce soit Total, Lafarge, enfin les groupes qu'on a cités tout à l'heure. Mais ce n'est pas la seule solution non plus. Non, ce n'est pas la seule solution, mais celle-là en est une, c'est vrai. Il faut néanmoins, vous pouvez partir avec un partenaire. Si vous êtes sur une niche, si vous avez une opportunité, un produit, vous pouvez le faire tout seul. Hein. Mais ce n'est pas un pays qui est complètement facile. C'est un pays qui est très ouvert, mais vous avez quand même, je veux dire, pour une première implantation à l'étranger, je vous déconseillerais peut-être de commencer par le Nigeria. Si vous êtes une PME, il faudrait peut-être que vous fassiez les dents sur un autre pays d'abord. D'accord. Il y a la structure juridique est en fait basée sur une structure plutôt à culture anglo-saxonne. C'est complètement anglo-saxonne. Tout ce qui est taxes, législation, tout est typiquement anglo-saxon. Mais comme toujours, il vaut mieux se faire accompagner. Enfin, là, je dirais que c'est un peu générique, mais encore plus spécifiquement pour le Nigeria, d'après votre propos. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir bien accompagné. Exactement. Parce que les exemples d'être mal accompagné existent aussi. Oui, faut bien choisir Exactement. Le cabinet qui va vous suivre. On va aller voir justement sur cette notion de niche et de trouver des marchés. Anne Brunet-Apiti. Anne Brunet-Apiti est conseillère élue de l'AFE. Anne Brunet-Apiti, comment qualifier le marché nigérian? Je voudrais un peu enlever cette peur, parce que statistiquement,
c'est pas plus risqué. Si on fait les statistiques, il y a très peu de Français qui ont eu des problèmes au Nigeria. Voilà, si vous replacez par rapport aux autres pays d'expatriation. Et il y a ce marché qui est à prendre et à saisir. Un petit exemple concret, des expatriés qui étaient au Bénin vont vite chercher le marché jusqu'au Nigeria. Parce que là-bas, il est plus grand, ils trouvent les gens plus toniques. C'est la mentalité anglophone. Et si vous parlez l'anglais, rapidement, vous pouvez émerger. De retour sur ce plateau, j'ai vu, Laurent Couder, que vous avez fait une petite réaction au moment où on considère que les gens sont plus toniques que dans d'autres pays. Ah, clairement, les Nigérians sont beaucoup plus réactifs. Enfin, c'est l'image du pays. Ils sont beaucoup plus réactifs que nos voisins. Et effectivement, de toute façon, l'attraction du Nigeria fait que, de toute façon, c'est vrai, on attire les autres pays de la sous-région. Très bien. Quels sont justement ces niches, ces marchés sur lesquels on peut s'implanter? Est-ce qu'il y a un marché intérieur important sur lequel on pourrait s'implanter en tant qu'entrepreneur français? Aujourd'hui, déjà, on a une population, on va dire, 150 millions d'habitants. Sur les 150 millions d'habitants, il y a la moitié qui vit à la campagne. Bon, ces gens-là ont leurs besoins propres. Vous avez, sur l'autre moitié qui vit en ville, vous avez une partie, qui a d'une consommation de masse. Donc, c'est un marché gigantesque. Ensuite, classique. Alors là, nourriture. Vous avez ensuite une classe moyenne qui émerge au Nigeria depuis à peu près 7-8 ans, qui est devenue une grosse consommatrice et qui a un gros pouvoir d'achat. Et qui a une volonté de monter. Le trend pour l'instant, c'est effectivement une montée tous les ans avec plus de besoins. Enfin, aujourd'hui, si vous regardez sur Lagos, il y a certains quartiers au niveau des commerces, au niveau des besoins, qui vont ressembler à une ville européenne. Et puis vous avez une classe très très riche. De façon numérique, c'est complètement... c'est à l'inverse, justement. C'est à l'inverse, mais alors par contre, le pouvoir, effectivement, à l'inverse du nombre. Et donc là, sur ça, vous avez en particulier sur les deux dernières classes, vous avez des niches qui sont pour l'instant inexploitées. Donc des niches assez classiques, quelque part, c'est de la consommation, c'est du loisir, c'est quoi plus précisément? C'est tout ce que vous avez nommé. tous les besoins qui changent et qui se mondialisent. Ce que vous avez aujourd'hui en Europe, ou en Asie, vous avez aujourd'hui la même chose au Nigeria. Un point particulier, vous qui avez vécu sur place? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Laurent. Nous, en tant que recruteurs, on est des témoins privilégiés de ces groupes et clients qui sont en pleine croissance et qui recrutent massivement. Alors, l'agroalimentaire, clairement, aujourd'hui, le Nigeria, comme vous l'avez mentionné, c'est 160 millions de gens, bientôt 237, peut-être 433 en 2050. Donc, c'est un marché qui s'auto-stimule au niveau de l'agroalimentaire, les biens de consommation. Les télécoms, c'est 90 millions de consommateurs ou d'utilisateurs aujourd'hui en l'espace de 10 ans. La construction, c'est un secteur qui est en pleine explosion. Un chiffre que j'ai lu récemment, c'est la production de ciment. C'était 2 millions en 2006, 2 millions de tonnes. C'est 28 millions de tonnes la production locale aujourd'hui. Donc, c'est stimulé par tous ces projets de construction qui fleurissent. Oui, c'est un pays qui est en plein déploiement, mais qui en même temps a une vraie structure juridique donc qui permet justement ce déploiement économique. C'est un vrai pays. C'est un vrai pays. Très bien. Alexandre Fabre, à moins que vous ayez un point à ajouter, mais je sais que vous allez devoir nous quitter dans quelques instants. Simplement, juste avant, on va aller voir Christian Herpin, directeur régional de Air France KLM. Est-il difficile pour une entreprise de s'implanter au Nigeria? Il est difficile de s'installer au Nigeria pour toutes les entreprises. L'administration est encore assez tatillonne, les risques existent, mais passer ces difficultés sur les risques d'implantation, le retour sur investissement est très rapide, les marges sont plus élevées qu'ailleurs, la main-d'œuvre nigériane n'est pas toujours considérée comme bon marché, mais en revanche on trouve tous les talents, il y a une bonne qualité d'école, et beaucoup de formations universitaires réalisées à l'extérieur, en Angleterre, aux États-Unis maintenant, et dans d'autres pays d'ailleurs.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour Lagos. J'accueille maintenant Patrice Ménard. Patrice Ménard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre du cabinet Itinéraire Interculturel. Donc vous accompagnez les entreprises et les hommes dans le cadre de leur intégration et de leur prise de conscience culturelle vis-à-vis du Nigeria. Les accompagner, oui, ultérieurement. On commence déjà par les préparer. Je pense que l'approche interculturelle, qui est une approche relativement récente, a fait son chemin et je pense qu'elle va le faire de plus en plus. Donc c'est un point important qui est de nature à augmenter l'efficacité et les résultats des expatriés. Alors pour votre part, vous avez longtemps travaillé au Nigeria. Écoutez, la première fois que j'ai mis les pieds au Nigeria, ça doit être en 98. Moi, j'ai travaillé d'abord comme militaire à la Défense. Donc, au titre des échanges, j'ai travaillé avec le gouvernement nigérian. Ensuite, j'ai quitté la Défense. Je suis rentré dans le monde privé. J'ai fait de l'accompagnement d'affaires. J'ai accompagné des entreprises sur des situations de crise, etc. J'ai créé ensuite une filiale pour une grosse entreprise française de sûreté, de sécurité et d'accompagnement d'affaires. Et puis, après, je me suis mis à mon compte. J'ai volé de mes propres ailes et maintenant, je travaille pour Interculturel parce que je fais partie de ceux qui sont persuadés que c'est un facteur fort. Clé du succès. On parlait du Nigeria à l'instant. On évoquait la notion comment travailler avec les Nigérias en ce moment. J'aurais une question, mais très courte, sur l'actualité. Comment vous percevez l'actualité en ce moment du Nigeria et des problématiques qui sont arrivées concrètement la semaine dernière? Bon, alors en quelques mots, d'abord, tout ce qui vient du Nigeria actuellement par le domaine des médias est centré sur l'émotion. Donc le Nigeria est vu avec un caractère de dangerosité important, qui n'est pas d'ailleurs à laisser de côté. Bon, le Nigeria est un pays qui, grosso modo, est confronté à 3 problèmes actuellement. Le premier, je vais les mettre dans le désordre, enfin, ou dans un ordre un peu historique. Le premier, c'est les difficultés du sud, du delta, là où il y a tous les champs pétrolifères, avec cette revendication de la population de pouvoir s'assumer beaucoup plus qu'elle ne l'était avant. Donc on connaît en France et en Europe toutes les actions qui ont été menées par le MEND, qui est le mouvement un peu fort, un peu armé. Ça s'est calmé, ça a l'air de repartir un petit peu. Je crois qu'il faut plus prendre ça comme des messages forts passés à l'égard de la présidence, de façon à ce que le président puisse tenir ses engagements. Plus qu'à l'égard du business. Voilà, exactement. Deuxième point actuellement qui fait la une de l'actualité, c'est le développement de l'extrémisme religieux, en particulier l'islamisme fondamental, avec le mouvement Boko Haram. Qui, je rappelle, Boko Haram dit « l'éducation occidentale est un péché », c'est la traduction littérale de Boko Haram. C'est quelque chose qui est inquiétant, qu'il faut suivre de manière précise. Mais moi, je suis relativement optimiste parce que je crois que les liens entre le Nord et le Sud sont très forts sur l'économique depuis l'indépendance du Nigeria en 60 et qu'une grande partie de la population... Bon, il faut quand même se souvenir que 50% des Nigérians sont musulmans, à peu près. Hein, c'est de cet ordre-là. Je pense que la majorité des musulmans ne partagent pas les actions fortes. Voilà. Et troisième point qui est important, et ça correspond à ce que disait Laurent Couleur tout à l'heure, c'est un problème social. Hein, cette classe qui monte, qui a avec des aspirations nouvelles qu'on comprend. Le développement du pays, la construction des routes, l'accès à l'eau potable dans le sud qui n'existe pas, l'énergie, etc. Donc il y a des revendications sociales très fortes qui ont donné aussi à la une de l'actualité il n'y a pas longtemps avec cette grève qui a eu lieu. Voilà. Enfin, là, les grèves, c'est un phénomène de grève, j'allais dire, d'habitude. On connaît bien en France. Alors, au-delà de ça, travailler avec les Nigérians, comment ça se passe? Quels sont les problèmes culturels, justement, qu'on peut rencontrer avec les Nigérians et comment vous préparez une entreprise pour partir s'expatrier ou s'implanter? Alors d'abord, je crois que les problèmes viennent de la méconnaissance de la part des expatriés, des Nigérians. Je crois qu'il faut s'intéresser à leur culture. Quand on va quelque part, il faut s'intéresser à la culture d'un pays, il faut essayer de la comprendre. Et je pense que quand on a compris l'autre, on est capable de parler avec lui, on est capable de travailler avec lui. Pendant très longtemps, on ne l'a jamais fait. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, la première fois que je suis parti en Afrique, j'ai trouvé un morceau de carte dans l'avion qui m'emmenait en Centrafrique. Il ne fallait pas me parler des ethnies, rien du tout. Je suis tombé à l'aéroport de Bangui, littéralement. Heureusement, ce n'est plus ça. Mais il faut qu'on fasse un effort dans la compréhension du... Voilà, absolument. On reprend ça juste après une petite page de publicité.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono, nous sommes à Lagos. J'étais à l'instant en train de parler avec Patrice Ménard justement de notions d'interculturel, de compréhension de l'autre. C'est le minimum vital, vous disiez. Oui. Et ça veut dire quoi? Comprendre quoi? Ça veut dire qu'avant de laisser partir les expatriés, il faut s'assurer qu'ils ont bien fait le tour du problème nigérian, quoi. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je pense que c'est important. Il faut avoir compris des notions élémentaires sur l'importance de l'ethnie. Si on n'a pas compris ça, on ne peut rien faire en Afrique. Je pense que ce n'est pas Laurent Coudert qui me détrompera. Il faut savoir qui est un Yoruba, savoir qui est un Hausa, qui est un Ibo, savoir que le président, aujourd'hui, c'est une ethnie minoritaire, c'est un Ijo, c'est une véritable révolution culturelle au Nigeria, ça ne s'est jamais produit, etc., etc. Donc il y a cette culture politique à avoir, il y a cette dimension culturelle, cette connaissance, du pays. Absolument. Un point particulier, je vous voyais intervenir, Laurent Coudert. Alors, je ne pourrais que souligner encore une fois l'importance de connaître un pays, enfin surtout le Nigeria si vous voulez y travailler. Vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise, parler avec vos collaborateurs, avec vos directeurs, si vous ne connaissez pas le minimum, enfin quand je dis le minimum, un gros minimum du Nigeria, les ethnies, l'équilibre politique, qui fait quoi, comment ça s'est passé, l'histoire, parce que l'histoire est riche au Nigeria, ils ont une histoire même contemporaine tumultueuse, il faut savoir, etc., etc. Et puis, alors le minimum aussi, parce qu'on en voit encore, il faut parler anglais. Ça me paraît important quand même de savoir parler anglais, à moins que j'ai connu quelques expatriés qui s'étaient mis au Yoruba et qui parlaient le Yoruba couramment, mais c'est quand même pas courant. Il y a d'autres choses. C'est plus simple d'apprendre l'anglais avant de partir. Il y a d'autres choses fondamentales au Nigeria c'était le cas en Europe, ça a un peu disparu avec l'accélération du modernisme. Hein. C'est le poids de la famille, le poids du clan, le rôle des anciens. Justement, on évoquait la famille, le clan. Quel est le rôle de la femme au Nigeria ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la femme au Nigeria est un pivot essentiel et comment dirais-je, quelque chose de solide. C'est elle qui est à la base de la structure sociale. Une petite anecdote que je vous racontais tout à l'heure, j'ai sillonné l'Afrique dans tous les sens. Il n'y a qu'un seul pays où j'ai vu les femmes ne jamais baisser les yeux, c'est au Nigeria. Et je trouve ça extraordinaire. Et il y a une espèce à la fois de solennité, de fierté, etc. La femme joue un rôle essentiel. Elle joue un rôle essentiel aussi dans la vie de la cité, la vie politique. Je me souviens, sous Obasanjo, le ministre des Finances était une femme nigériane absolument remarquable qui avait travaillé au Fonds monétaire international et qui a fait beaucoup pour son pays. Une romancière très appréciée au Nigeria, Ngozi, est une femme absolument remarquable. On lit ses livres, on les dévore. Combien d'expatriés ont-ils lu des auteurs nigérians célèbres avant de partir? Très peu. On leur conseille de lire, on leur fournit des livres pour qu'ils s'imprègnent un peu de ces cultures. Moi, je vais même plus loin parce que généralement, en fin de parcours, quand à la fin de la journée, je leur fais un cours de cuisine. Je ne suis pas cuisiner, mais je leur fais un cours de cuisine nigériane. Alors, beaucoup sourient en disant ça, c'est pas possible. La cuisine nigériane, ça existe, comme si les Nigérians ne savaient pas mangeaient pas. Donc, c'est toute cette approche culturelle qui est importante. Et puis, quand vous partez comme ça, armé avec ça, vous dialoguez avec les Nigérians. Et du coup, comment ça se passe avec les familles sur place? Parce que vous avez vécu très longtemps sur place, vous vivez de nouveau sur place. Enfin, je dis de nouveau parce que vous avez fait votre enfance, vous êtes venu en France et vous êtes reparti. Moi, j'ai la grande chance de connaître quand même bien le pays, mais je vois quand même les limites que certains qui n'ont pas cette faculté peuvent avoir pour s'intégrer à l'intérieur du pays. C'est pas un pays francophone, donc en fait, c'est à vous de faire l'effort d'aller vers le pays, vers les populations, etc. Alors, et ça va être de plus en plus le cas. Pour demain, le pays, personne n'attend les Français au Nigeria, donc il faut que vous vous intégriez au Nigeria, que vous possédiez le minimum de base des codes pour faire quelque chose au Nigeria. Vous ne pouvez pas arriver en disant « je suis français », etc. Ça, c'est fini. Très bien. Juste 2 points, là. 2 caractéristiques. Le Nigeria, c'est un pays anglophone qui est cerné par des pays francophones. Il n'y a pas un pays anglophone autour. C'est important de se souvenir. Patrice Ménard, merci beaucoup. Comme toujours, vous avez fait une conclusion parfaite. On va lancer une petite page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.
Maintenant, vous pouvez voir votre interlocuteur même si des milliers de kilomètres vous séparent. Avec les conversations vidéo HD, aucun sourire, signe ou clin d'œil ne vous échappe. Plus besoin d'émoticônes. Avec Messenger 2011, vous n'avez jamais aussi bien gardé le contact. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono, sur les plateaux de TV5 Monde pour les 24 heures chrono, Ville de Lagos, et j'accueille Philippe Miraud. Bonjour. Bonjour François. Donc vous, Team Relocation, c'est-à-dire nous sommes un spécialiste de la mobilité. Nous accompagnons, nous secondons les RH dans la gestion quotidienne de leurs expatriés à travers le monde. Nous allons de la mise en place de packages particuliers pour une destination précise jusqu'à l'installation des familles dans le pays de destination. Donc recherche de logement, implantation... Absolument, gestion du déménagement, tout. Voilà. Alors justement, puisqu'on en est là, implantation à Lagos, logement, comment vous faites? C'est combien? Prix Alors, je veux des chiffres. Vous voulez des chiffres? Bon, je vais essayer de vous en donner. Je serai secondé par Laurent qui m'aidera et qui me confirmera un certain nombre de choses. Alors, comme bien souvent, les expatriés s'installent dans des endroits où l'école est relativement proche. Alors, dans le cas de Lagos, Victoria, Lekki sont des quartiers où il y a un nombre d'expatriés relativement important. Alors, évidemment, ce sont des... Lorsqu'on choisit ce genre de quartier-là, ce sont des places qui sont relativement chères au niveau de la location. En règle générale, Lagos est une ville qui est chère, surtout si on veut y vivre à la mode d'expatrié. Bien évidemment, au niveau de la nourriture, si vous achetez des produits importés, ça va être très compliqué. Pour en revenir au logement, on va dire qu'il faut compter entre 30 et 40 000 $ annuels pour un logement d'environ 2 pièces. Et puis, ça peut atteindre des sommets absolument extraordinaires si vous avez une vue sur l'océan ou sur la lagune et avec une superbe belle villa et vous atteignez des 100, 150 000 $. Comme partout. On parlait de ces nouvelles populations qui avaient des moyens assez importants. Laurent Couder, réagissez en direct. Vous n'avez pas changé de rue dans toute votre vie au Nigeria. J'habite toujours dans la même rue. Alors, au niveau des tarifs... Il est vrai que pour l'implantation, si vous êtes en famille, l'implantation autour de l'école... Proche de l'école. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez énormément d'embouteillages. Paris étant de la rigolade par rapport à ce qu'on a au Nigeria. Donc, effectivement, Lekki, Victoria Island, Ikoyi, proche de l'école. Vous avez un deuxième paramètre, c'est là où vous travaillez. Les usines en particulier sont sur le mainland. Donc, après, il faut trouver un compromis. Mais bon, effectivement, les 3 quartiers en question. Alors, vous avez, on va dire, pour les prix, c'est à peu près ça. 3 pièces, 2 chambres, 70 000, 80 000 $. Et après, oui, c'est sans limite. C'est sans limite. Parce que Lagos, c'est quand même une ville chère. Alors, simplement, puisqu'on abordait le coût de vie, donc, comme toujours, ce qu'on conseille toujours aux expatriés, c'est que si on vit à la mode française en étant à l'autre bout du monde, forcément, ça coûte un peu plus cher. Mais le coût de vie sur place... Le coût de vie sur place... Ce qui est extrêmement intéressant, je pense, c'est que vous avez la possibilité d'avoir recours à des services, donc à des gens qui sont des cuisiniers, qui sont des aides ménagères, et qui vont pouvoir vous aider au niveau des courses qui sont faites. Il faut s'adapter aussi localement. Il ne faut pas, il faut acheter la nourriture sur les marchés, il faut faire un tas de choses comme ça. C'est pas toujours facile quand on est expatrié, mais c'est plus facile de pouvoir se faire aider par des gens qui sont à votre service. C'est vrai que le personnel de maison, en règle générale, est relativement bon marché. Je crois que vous pouvez avoir un chauffeur pour 150 à 200 $ par mois, ou vous allez peut-être me contredire.
Un peu plus cher. Un peu plus cher. Ça monte, ça monte mes petit à tarifs petit. datent un petit peu. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile et ça vous permet en particulier de pouvoir avoir accès à des denrées auxquelles vous n'auriez pas accès normalement en limitant le risque. Mais la vie à Lagos, Lagos est située 43e sur le classement Mercer des villes les plus chères au monde, sachant que la plus chère au monde est une ville africaine aussi, c'est Luanda. Paris est 27e. D'accord. Simplement, puisqu'on évoquait le lycée français, donc un lycée français important, d'un bon niveau. Ouais. Oui, tout à fait. D'un bon niveau, d'un bon lycée français, comme on sait faire, comme les Français savent faire. Comme on sait faire, qui va de la maternelle jusqu'à la terminale, enseignement complet. Alors, pour être très concret, votre fille a fait toute sa scolarité. Elle a fait toute sa scolarité, à part 3 petites années. Elle a fait toute sa scolarité à l'école française, enfin au lycée français, comme on l'appelle maintenant à Lagos. Lycée Pasteur. Au lycée Louis Pasteur avec à Lagos. Un coût qui varie qui débute à 3 000, 3 500 euros, qui monte jusqu'à 5 000 pour les classes, les dernières classes. Alors, je vais interrompre Laurent Couder, mais il va me le pardonner, puisque je vais poser une question à son épouse, à Nathalie Couder. Nathalie Couder, quid de la qualité de vie à Lagos ? Lagos n'est pas Paris, mais si on est bien organisé et qu'on ne recherche pas à recréer l'Europe au Nigeria, la vie est tout à fait acceptable. Mais il faut surtout savoir ce qu'on peut avoir pour éviter les déceptions. Les expatriés ont tendance à rester entre eux dans un premier temps, mais plus tard, ils peuvent s'intégrer à la population. Lagos est une grande ville avec beaucoup de quartiers différents. En moyenne, ce n'est pas plus violent ou dangereux que les villes similaires. Si vous ne vous cherchez pas des ennuis, vous pouvez très bien sortir le soir. Le trafic à Lagos est très dense, mais malheureusement, pour les expatriés, le seul moyen, c'est la voiture. Un commentaire, l'un ou l'autre, un commentaire sur l'intervention de votre épouse, Elle Laurent est très Couder. très bien. Non, en revanche, c'est vrai que à Lagos, si on est bien organisé, si on connaît nos limites, etc., on peut y vivre très confortablement. Et pour ce qui concerne les transports, les transports publics sont à déconseiller, bien évidemment. On parlait tout à l'heure des embouteillages. Et là, on rappelait que c'est à Paris, à côté, c'est de la rigolade, ce qu'ils appellent les go-slow. Et qu'on conseille fortement aux expatriés, justement, qui doivent, parce qu'ils ont choisi d'habiter sur Victoria et aller dans un quartier autre pour travailler, la voiture avec chauffeur, c'est souvent le meilleur moyen de pouvoir se faufiler et puis d'éviter les embûches qu'il peut y avoir dans cette circulation. Dans la journée, pour aller au travail, etc., oui, la voiture avec le chauffeur, c'est quand même un minimum. Soyons quand même clairs. C'est le plus simple. Très bien. Philippe Méraud, merci beaucoup de votre participation. Et comme toujours, ça a été extrêmement clair. Nous allons nous retrouver après une petite page de publicité. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Lagos et j'accueille le docteur Jacques Rodier. Docteur, bonjour. Bonjour. Donc vous préparez au CIMAD
les gens, au CIMED, pardon, excusez-moi, au CIMED, vous préparez les gens dans le cadre de leur départ, mais sur la partie médicale des choses. Oui, en fait, le CIMED est un groupe de médecins qui fait partie de la Maison des Français de l'étranger. Groupe de médecins dont les métiers sont plutôt tournés vers la pathologie tropicale et la médecine outre-mer. Et nous nous réunissons toutes les semaines pour traiter d'un pays, d'une ville. Et en particulier, récemment, nous avons traité les gosses. Ça nous permet d'établir des fiches qui sont une source de renseignements de grande qualité. Voilà. Et donc, sur les gosses, justement, enfin sur le Nigeria plus généralement, qu'est-ce que vous conseillez avant expatriation ? Alors, avant expatriation, d'abord, comme on vient de l'entendre, se renseigner sur le pays, se renseigner sur les us et coutumes, se renseigner sur la façon qu'ont les gens de vivre à Lagos. Lagos, c'est une ville au bord de la mer, avec un climat tropical humide. Il n'y fait pas un temps très agréable tout le temps, mais enfin, bon, il y a quand même des saisons qui peuvent être acceptables. Votre voisin a l'air de bien aller quand même. Voilà. Oui, comme il le disait tout à l'heure, on peut très bien y vivre. Il y a une saison sèche qui peut être un peu désagréable avec l'harmattan, et puis le reste du temps, et il faut quand même être méfiant. Et avant de partir, il faut quand même se protéger de pas mal de petites choses désagréables. Il y a 3 maladies qui tuent, mais de façon presque générale en Afrique et surtout à Lagos, c'est le paludisme, la fièvre jaune et le sida. Bon, on peut se protéger contre ces 3 maladies, fort heureusement. Le sida, on sait comment il faut faire, sortez couverts. Je dis ça surtout pour les hommes célibataires, il y en a beaucoup dans le métier pétrolier. Pour ce qui est du paludisme, il y a une chimioprophylaxie qu'il faut prendre parce que le paludisme qui règne à Lagos et dans cette région est un paludisme grave, à Plasmodium falciparum, qui tue. Et donc, il ne faut pas jouer avec ça et il faut se protéger correctement. Quant à la fièvre jaune, eh bien, il y a un vaccin qui n'est pas administrativement obligatoire à Lagos, mais qui est fortement conseillé. Fortement recommandé, absolument. Donc là, c'est les précautions médicales. Oui, alors il y a d'autres vaccins. Oui. Si on va se promener dans le Nord, la méningite n'est pas inutile. Bon, Quant aux soins quotidiens, je dirais, enfin quotidiens, j'espère que ce ne sera pas quotidien. D'abord, dans la vie au quotidien, il faut quand même toujours respecter les grands principes. L'eau du robinet, ce n'est pas vraiment idéal, même s'il y a un filtre, même si on trouve des moyens de désinfection. C'est mieux de boire de l'eau en bouteille, bien qu'elle soit très chère. Et puis les aliments, eh bien, comme partout ailleurs, il faut de préférence consommer des aliments cuits, bien les faire cuire, se méfier des aliments crus qui vivent à même le sol, comme la salade, comme les fraises, il y en a. Donc, et là, il faut être un peu méfiant quand même. Je ne sais pas si vous êtes... Alors au quotidien, Laurent Couder, comment vous vivez ça ? Au quotidien, j'ai juste donné un petit bémol. La fièvre jaune aujourd'hui est obligatoire au Nigeria. Vous ne rentrez pas à l'aéroport. Enfin, vous ne rentrez pas au pays si vous n'avez pas votre petit carnet jaune avec la fièvre jaune dessus. Au niveau du quotidien, l'eau. Alors effectivement, l'eau filtrée, etc., c'est très bon pour le thé, mais je crois que ça doit s'arrêter là. Oui. Aujourd'hui, il y a une industrie concernant l'eau minérale ou de l'eau de table qui est très développée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un poste budgétaire qui va faire un trop gros trou dans votre budget. Donc ça, c'est quand même indispensable. Par contre, vous pouvez vous laver, vous pouvez faire avec l'eau du robinet. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas... Et en termes de santé et d'accès aux soins au quotidien, alors sur Lagos, on a la grande chance d'avoir pour la maladie familiale, la bobologie, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez, si vous êtes un peu plus gravement malade, si vous avez besoin d'autres soins, il y a certaines facilités qui existaient déjà. Alors, l'avantage aussi d'avoir une classe moyenne qui se développe, ça crée aussi de nouveaux besoins. Donc, ces besoins ont été remplis, une nouvelle réponse, etc. Donc, ça, vous avez. J'insisterai quand même pour les expatriés, c'est que quand vous venez au Nigeria, il est quand même bon d'avoir dans votre couverture médicale quelque chose qui prévoit de faire le rapatriement, parce qu'il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas faire au Nigeria. Et quand vous vous retrouvez cassé en 1000 morceaux,
il est difficile là de se dire comment je vais faire pour rentrer en Europe. Est-ce que je peux souscrire une assurance? Voilà, c'est un peu ça le problème. Donc ça me paraît quand même un peu indispensable. Docteur, un complément? Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse. Effectivement, pour la médecine au quotidien, il y a pas mal de cabinets médicaux, surtout dans les quartiers qui sont habituellement occupés par les expatriés, Victoria, Ikoyi, même à Papa, qui est une zone industrielle où il y a pas mal de médecins libanais, il y a de bons médecins généralistes. Ensuite, il faut il faut avoir son médecin attitré, de préférence près de chez soi, parce que la personne qui habite à Papa, c'est un quartier un peu éloigné. Si elle met 4 heures pour arriver... On est toujours sur le même problème des bouchons. Oui, exactement. Et donc, il faut quelqu'un capable de faire les premiers gestes, les premiers soins, et ensuite, secondairement, d'orienter vers un hôpital ou vers une clinique privée. Elles sont de bonne qualité pour au moins les gestes d'urgence, et aussi avoir sa carte, ou alors être abonné à un provider médical, souvent très cher. Mais alors là aussi, grande différence entre les gens environnés par les grandes entreprises et les gens qui le sont moins. Il faut quand même être méfiant et ne pas penser que l'accident n'arrive qu'aux autres. Voilà. Laurent Couder, un dernier point sur la santé. Non, mais alors, je vais réinsister là-dessus. Il faut... le provider dont on a parlé, c'est peut-être pas nécessaire, mais enfin, il faut quand même y penser. Il faut quand même penser à tout son environnement médical, parce qu'il n'y a pas de solution de secours au Nigeria si à un moment vous êtes coincé. Si on veut quand même résumer toute cette émission sur le Nigeria, je pense que c'est un vrai pays en développement, avec un pays en développement en interne. Donc c'est quelque chose qui monte, qui est très intéressant et qui peut être très intéressant pour les industries et les PME françaises. Toute proportion gardée, on assiste au Nigeria, je veux dire, le même exemple que ce dont on assiste en Chine, c'est-à-dire une élévation du niveau de vie à une plus petite échelle, certes, mais avec aujourd'hui des potentialités qui vont s'affirmer. Messieurs, merci beaucoup. Simplement pour remercier tous nos invités pour les Gosses. Et bien évidemment, nous allons nous retrouver pour une ville dans quelques instants qui est Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. Et puis, juste avant, vous aurez Catherine Craffin de Mondassure sur une petite émission pour présenter Mondassure. À tout de suite.